Secret de coach et aujourd'hui, je vais le dédier à la thématique suivante, comment guérir d'un amour. Vous avez certainement ressenti ce vide après la rupture, vous avez certainement ressenti cette douleur de manque qui ne semble jamais finir. Vous avez eu cette impression après séparation que vous allez être éternellement attaché à l'autre, même quand la relation est terminée. Vous avez l'impression que ça va pas finir en fait, que vous faites partie de l'autre, que vous avez, tout simplement fondu dans l'autre et que cet attachement va être éternel, que cette souffrance va être éternelle, que cette douleur, elle va durer toute la vie. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet universel et profondément humain, comment guérir d'un amour. L'idée, c'est d'explorer les racines psychologiques de l'attachement, de comprendre pourquoi est-ce que le cerveau et le cœur, ils ont tant de mal à lâcher prise. Pourquoi on n'arrive pas à tourner la page? Pourquoi on n'arrive pas à oublier facilement? Pourquoi on n'arrive pas à rationaliser le processus de séparation? Ça aurait été tellement facile de se dire: «Ah, c'est bon, on n'est pas compatibles, donc vaut mieux s'arrêter là et puis bam, on passe à autre chose». Ça aurait été tellement parfait de se dire: «Ah oui, c'est bon, il veut plus de moi, il préfère arrêter. OK, je fais mes bagages et je cherche une autre histoire». Ça aurait été tellement facile de partir, de plier la page, de déchirer la page sans souffrir, sans ressentir aucune douleur, sans pleurer les larmes de son corps, sans penser à l'autre, matin, midi et soir, sans se réveiller avec des idées obsessionnelles sur comment je peux le renchérir, est-ce qu'il y a des chances, qu'on finisse ensemble, est-ce que c'est juste passager, est-ce que ça aurait été possible de ne pas avoir cette douleur dans la poitrine qui te rappelle, que dorénavant, tu vas vivre sans l'autre et l'autre, il n'est plus là. Bon, tout ça, bon, l'idée, c'est de comprendre pourquoi c'est pas aussi facile que ça. Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise et je vais essayer de vous partager des clés qui émanent de la psychothérapie, des neurosciences, pour apaiser la douleur et essayer de reconstruire cette liberté intérieure. Ben, c'est une liberté, en fait, parce qu'on est prisonnier. Quand on est dans un état amoureux et qu'on se sépare de la personne et qu'on n'arrive pas à se reconstruire, à lâcher prise, à accepter la séparation, ça veut dire qu'on est prisonnier. C'est-à-dire qu'une partie de nous est restée avec l'autre et que l'idée, c'est de regagner sa liberté. Bon, alors l'idée, c'est de comprendre les mécanismes psychologiques et neurologiques de l'attachement amoureux. Pourquoi on s'attache à l'autre? Identifier les blessures et schémas inconscients qui vont maintenir ce lien, cette connexion invisible, ce pont invisible. Et on va essayer de découvrir des outils thérapeutiques, neuroscientifiques pour se libérer et pour retrouver un équilibre émotionnel. D'accord? On commence par les racines psychologiques. Comme d'habitude, je ne changerai jamais rien dans le programme Secret de coach. Toujours, on commence par les racines psychologiques, cette fois-ci de la douleur amoureuse. Premièrement, il y a l'attachement et le cerveau. Selon la théorie de l'attachement, chaque relation qu'on vit, elle active des besoins archaïques. Ça peut être des besoins de sécurité, des besoins de reconnaissance. Et puis, ce qui se passe, c'est que l'amour active les mêmes circuits cérébraux que l'addiction aussi. Donc, il y a deux choses. De un, on reste attaché parce que la relation a activé des besoins. Donc, la relation nous permettait d'assouvir des besoins. Et maintenant qu'il n'y a plus de relation, donc nous sommes en état de manque. Il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Le besoin, par exemple, que mon partenaire comblait, c'était la sécurité. Maintenant qu'il m'a quitté, je me sens en insécurité. Le besoin que le partenaire, par exemple, comblait, c'était la reconnaissance, la validation, le droit d'être aimé. Maintenant qu'il est plus là, ce besoin-là, il n'est pas assouvi. Et ça nous permet pas de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que au fond de nous, il y a ce besoin qui n'est pas comblé. Donc c'est pour ça que généralement on dit que quand il y a rupture,
il y a douleur et non acceptation de la rupture, il faut chercher quel type de besoin je comblais à travers l'autre pour essayer de s'auto-combler et de se passer de l'autre. Autre chose, les neurosciences montrent que l'amour, il fait quoi? Il active les mêmes circuits cérébraux que l'addiction. Dopamine, ocytocine au rendez-vous. Donc effectivement, quand on est séparé de notre amoureux, on est en état de manque. Donc il y a une chute de dopamine, d'ocytocine et notre corps réclame ces hormones qui nous permettent d'être dans un état euphorique. Voilà. C'est très important de le comprendre comme ça pour agir en étant conscient qu'on est en sevrage, en fait. Se séparer de l'autre, ça nous fait passer par une période où on teste ce que c'est le manque. Et donc, on n'est pas physiologiquement, on n'est pas équilibré. Donc, la rupture provoque effectivement de véritables symptômes de manque. Donc, vous allez être triste, déprimé, ça se peut que vous ayez des troubles de sommeil, soit des insomnies ou bien des hypersomnies, des troubles de comportement alimentaire, soit vous allez perdre l'appétit et maigrir, soit vous allez être en boulimie et manger, des quantités astronomiques. Ça se peut que voilà, que vous fassiez des crises, d'angoisse, de panique, donc c'est des symptômes de manque. Maintenant, autre chose, hein, on a parlé là de l'attachement. J'ai envie de vous parler aussi des blessures de l'âme qui sont réactivées. En fait, la séparation, elle active les blessures. Nous vivons tous avec des blessures. Personne n'est sorti de cette vie sain et sauf de blessures. Impossible, c'est impossible de se protéger des blessures de l'âme. Maintenant, ce qui change, c'est leur typologie, leur dimension chez chacun, selon son vécu et sa carte traumatique. Quand on est en couple, l'autre, il active nos blessures d'une façon ou d'une autre. Et quand l'autre nous quitte, ou bien lorsqu'on décide rationnellement de se séparer, il y a des blessures qui sont réactivées. L'abandon, par exemple. Si j'ai souffert d'une façon assez importante de l'abandon affectif, bien l'abandon tout court de mes figures d'attachement ou bien d'une de mes figures d'attachement, et puis à l'âge adulte, mon partenaire décide de partir, de sortir du couple, bien évidemment, ça va réouvrir cette blessure de l'abandon parce que je vais réexpérimenter l'abandon avec une autre personne à l'âge adulte. La blessure du rejet, donc cette sensation de ne pas être assez, puisque l'autre a pu vivre, survivre sans moi, il a pu passer à autre chose, il a pu mettre fin à la relation, c'est que je mérite pas. Je mérite pas une place dans sa vie, je mérite pas de faire partie de sa vie, je ne suis pas assez. Les personnes qui connaissent cette blessure, vu leur historique et leur expérience durant l'enfance principalement, bon, ils vont être anéantis à cause de ça. Donc ce qui fait mal, c'est pas le départ de l'autre, mais cette rumination autour de la blessure du rejet, autour de sa propre valeur, autour de ce droit d'avoir une place dans le cœur de l'autre, de mériter de rester dans la vie de l'autre. Et puis il y a la blessure de trahison aussi, hein. Donc les personnes qui souffrent d'une blessure de trahison, quand ils se séparent de leur partenaire, généralement elle est réactivée cette blessure. C'est-à-dire on ne peut pas faire confiance aux autres. Rien ne dure, rien ne perdure. Tout est éphémère. La vie est imprévisible. Les promesses d'amour s'envolent. Les moments agréables passent à l'oubli. Voilà, les murmures, les poèmes envoyés, les câlins et les douceurs partagées, tout ça s'envole. Et puis du jour au lendemain, l'autre, il arrive à passer outre et à refaire sa vie, sans toi. Donc si on est sur une blessure assez importante dans ce sens, elle sera activée et puis allez hop, 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 bon courage pour refaire confiance à qui que ce soit.
bonjour la coupure émotionnelle et bonjour, encore une fois, le détachement. Donc il faut savoir que cette douleur que tu ressens parce qu'il y a eu séparation, elle n'est pas seulement liée à la personne perdue, mais elle est plus liée à tes blessures anciennes qui sont réactivées. J'ai envie de vous parler aussi des croyances limitantes qui te font souffrir. Ces croyances qui sont ancrées dans notre inconscient, qui ont façonné chacun de nous. Par exemple, le «sans lui, je vaux rien», le fait de conditionner sa valeur avec la présence de l'autre dans sa vie. Il y a ceux qui ont des croyances du genre, «J'avais gagné, au loto en étant avec lui, je vais jamais retrouver quelqu'un comme ça». Ou bien la croyance, qui dit que, je ne réussirai jamais dans mes relations de couple. Heureusement, que je l'avais trouvé, maintenant qu'il m'a quittée, je vais plus jamais réussir. Je suis pas faite pour le couple, je suis pas faite pour relationner. Ou bien une croyance qui dit, je plais pas aux hommes, je plais pas aux femmes, des trucs comme ça. Donc ce sont des croyances qui entretiennent un lien invisible et ça empêche la guérison. Parce qu'on se remet en question, on doute de nous et on est dans le regret du départ de cette personne. Et on n'est pas boosté par l'avenir parce qu'on ne croit pas en nous pour tout simplement euh, redémarrer une nouvelle relation sur d'autres bases et donc on n'arrive pas à être optimiste. Maintenant, les solutions, les amis, je sais que ça vous intéresse, les solutions, parce que l'idée, c'est... Hello, Yusna. L'idée, c'est de trouver des solutions à ce cocktail pas trop agréable à mon sens, douloureux et puis qui remet en question notre valeur, le sens de la vie, notre mission, notre droit à aimer, être aimé. Donc il faut guérir de ça. Premièrement, je vous préconise, et les études aussi préconisent à tout le monde, d'accueillir cette douleur comme un processus, de l'accepter. Il ne faut pas être dans le déni en fait. Il ne faut pas être dans le je ressens rien, c'est pas grave, je ne regrette rien. Ah non, 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 non. Si mon cœur crame, ben, je dois l'avouer. Si je ressens une douleur thoracique et j'ai des céphalées et des nausées, il faut que je l'accepte. Il faut que je dise oui, là, je suis en miettes. Cette rupture, elle m'a anéantie. Je suis triste, je suis écœurée, je suis en colère, je vais mal. Donnez un nom à toutes les émotions qui circulent en vous, acceptez-les. Il faut juste les voir en face. Parce que c'est important. Le cerveau, il a besoin de temps pour désactiver les circuits d'attachement. Maintenant, pour le faire, pour l'aider à le faire, il faut commencer par accepter mon état émotionnel déprimé. Parce que si je rentre dans le déni, ça sera qu'un moyen fait, facile d'étouffer mes émotions et puis un jour, ça va émerger d'une façon imprévisible. Ça prendra des formes que je ne vais pas maîtriser. Ça peut prendre la forme d'une dépression majeure, ça peut prendre la forme d'une paralysie, ça peut prendre des formes extravagantes. Il faut laisser la colère sortir, la tristesse s'exprimer, la déception parler, les larmes sortir. Effondrez-vous, acceptez de vous effondrer. Et puis, il faut reprogrammer le cerveau. Ça, c'est ce que les neurosciences nous apprennent sans cesse. Les neurosciences répètent un mot d'ordre très important, neuroplasticité. La neuroplasticité, ça veut dire que le cerveau, il peut changer, on peut le modifier, on peut le reprogrammer, je peux enlever des encodages, les démanteler, fabriquer un nouveau programme. Ça, c'est la magie des neurosciences. Donc, je dois répéter de nouveaux schémas qui vont changer la chimie du cerveau. C'est très important. Il faut savoir que après la rupture, le cerveau, il a créé des autoroutes neuronales, hein, ça, liées à l'ex-partenaire. Quand je reçois une notification et c'est son message, bam, sécrétion de dopamine. Nos souvenirs, les moments qu'on passait ensemble,
la dopamine. Des cafés qu'on prenait ensemble, la dopamine. Les mots d'amour qu'on s'envoie matin, midi et soir, dopamine. Tout ça, c'est des autoroutes neuronales qui sont là. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Les reprogrammer. Donc, pour se libérer, il faut créer de nouveaux circuits, tout simplement. C'est-à-dire, je vais introduire des routines différentes. Si j'avais corrélation, sa notification, dopamine, un petit café ensemble, dopamine, sans mot d'amour, dopamine, un petit voyage ensemble, dopamine. Maintenant, je dois être sur autre chose, dopamine. Ça s'appelle introduire des routines différentes. Donc, si vous aviez l'habitude d'écouter une chanson triste, ben, créez une playlist énergie joie. Je change, moi, mes autoroutes. Hein. Ça y est, il faut que je change les circuits. Si vous alliez toujours au même café ensemble, j'explore un nouvel endroit. Si vous aviez l'habitude de jouer au billard ensemble, je fais autre chose. Je me mets à la PlayStation. Donc, chaque nouvelle habitude active tout simplement des schémas, des synapses qui sont différentes. Des schémas, ça veut dire que je vais construire de nouvelles voies, des autoroutes neuronales nouvelles, et ça va affaiblir les anciennes connexions liées à la douleur. Vous avez compris? Donc, je vais chercher de nouvelles sources de dopamine pour affaiblir le poids des anciennes sources de dopamine qui étaient reliées à la personne. Dans ce sens, comment vous allez changer? Bon, j'ai donné quelques exemples. Il y a aussi l'écriture expressive qui aide énormément. Prenez 15 minutes chaque soir pour écrire librement tout ce qui vient. Videz votre canal traumatique. Nous avons un canal traumatique, il faut le vider, il faut le nettoyer. Les recherches montrent la diminution de l'activité de l'amygdale, qui est le centre des émotions, on va dire, négatives, de peur, et une meilleure régulation émotionnelle quand j'écris, parce que j'accouche les idées, je m'en débarrasse, et même les idées de tristesse, de tragédie, de malheur, en fait, je m'en débarrasse. Faites souvent du recadrage mental. À chaque fois que je suis là à penser, oh, je suis détruite sans elle, sans lui, je remplace l'idée par cette rupture. C'est une opportunité pour m'ouvrir la chance de me redécouvrir, de construire un futur plus aligné. Voilà, donc je dois être dans la rationalisation, je dois conscientiser l'avantage de cette séparation. Je vais, dans cette expérience qui était le couple, j'ai appris à me découvrir, j'ai connu mes forces et mes faiblesses, j'ai connu de près, j'ai vu de près comment est-ce que mes blessures sont activées dans le couple, j'ai appris sur mes besoins de mon partenaire. Je vais prendre tout ce bagage qui est juste magnifique et puis je vais partir avec, construire une nouvelle relation qui va m'apporter beaucoup plus de sérénité et de belles choses. Donc ça s'appelle le recadrage mental. Je ne dois pas me donner le droit de m'affaiblir, de m'auto-affaiblir, de m'anéantir avec des idées qui sont pessimistes. Donc, ça va activer en fait la réflexion de cette manière qui est positive, qui est logique. Ça active le cortex préfrontal et je suis dans la planification, dans la logique, dans l'anticipation positive. Et ça va diminuer l'intensité de l'amygdale et puis bien sûr de la douleur émotionnelle. Voilà. Mm. L'amygdale se trouve au niveau du cerveau limbique. Donc, le cerveau limbique, c'est là où siègent les émotions, tout simplement, le système limbique. Et l'amygdale, elle a pour rôle de s'activer à chaque fois qu'il y a peur, qu'il y a menace, qu'il y a des choses qui sont négatives. Et pourquoi est-ce qu'elle s'active? Pour préparer le corps à faire face au danger. Hein. Et donc, cette amygdale, quand elle est activée, le cerveau d'alogique qu'on appelle le cortex préfrontal, il marche pas et on est prisonnier des idées noires. Il faut faire face à ça avec du recadrage mental. Je vous suggère aussi les exercices de visualisation positive. Chaque matin, je ferme mes yeux 2 minutes, je m'imagine dans 6 mois, serein, libre, heureux, en train de rire avec des amis, de voyager, de réaliser des projets extraordinaires. Le cerveau, il fait pas totalement la différence entre l'imaginaire et le réel. Il faut qu'on en profite. Donc, cette visualisation va activer les mêmes réseaux neuronaux que l'expérience vécue. Et ça va renforcer et solidifier de nouveaux circuits de bien-être. C'est comme si réellement j'ai vécu ça.
Il y a aussi la règle des 90 secondes. Je peux vous en parler aussi. Lorsqu'une vague émotionnelle monte, crise de manque. Les crises de manque, généralement, ça se révèle lors de certains contextes que vous aviez l'habitude auparavant de vivre ensemble, qui vous rappellent des choses extraordinaires, parce que le cerveau limbique, le système limbique, qui est le cerveau des émotions, il va vous rappeler ça. Par exemple, on avait l'habitude de regarder chaque vendredi un film ensemble au cinéma. Ben, si je pars au cinéma un vendredi soir, même heure, même endroit, mon système limbique, mon cerveau des émotions, il va me faire sortir tout ça à la surface et puis je vais être envahie par l'émotion, l'état de manque, crise de manque. Ou bien si je suis en train de scroller sur les stories et puis je le vois avec sa nouvelle copine, son nouveau copain, bon, je m'adresse aux garçons et aux filles, il y a une crise de jalousie, il était le mien à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Respirer profondément, c'est très important. Et se répéter que cette émotion, c'est une réaction chimique. Si je l'alimente pas par mes pensées, elle s'éteindra en 90 secondes. C'est ça la règle des 90 secondes. Donc, je respire et je mets une idée dans ma tête. Ce n'est qu'une réaction chimique et ça va passer. Et je vais pas trop l'alimenter. Je vais pas rajouter des. En fait, ce qui se passe généralement, c'est qu'on commence à alimenter l'idée par d'autres idées. Et puis on plonge dans la nostalgie et on s'écroule et on finit par envoyer un petit message. Tu me manques. Avec un espoir de retrouvailles. Et après, on le regrette. Et après, on se dit, mais pourquoi hein, on ne se donne pas assez de valeur et pourquoi je suis un chiffon sans estime? Ben, ne faites rien. Ne faites rien. Quand il y a cette montée de jalousie, de manque, de je ne sais pas quoi, vous respirez, vous vous répétez que c'est passager, 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 passager pendant 90 secondes et ça va passer. Et pensez aussi à restaurer votre amour propre, l'amour de soi. Vraiment, aimez-vous, prenez soin de vous, rappelez-vous que vous méritez l'amour, traitez-vous avec bienveillance, parlez-vous avec autocompassion, traitez-vous comme un ami bienveillant, comme si un ami bienveillant va vous parler. Soyez doux, soyez tendre, soyez gentil, soyez dans l'amour avec vous-même. Ça aide énormément. Et puis, posez des limites concrètes. Hein. Posez des limites, les amis. Faites un nettoyage physique et virtuel. Vous allez me dire comment? C'est très simple. Je vais arrêter les déclencheurs. Pas de réseaux sociaux. Je cherche pas à le stalker sur les réseaux sociaux. Je cherche pas ses photos. Je crée une distance physique et psychologique. Ben oui, parce qu'il faut arrêter quand même de penser qu'on est surhumain. Et il faut arrêter de se faire des idées du genre ah non, je peux résister à ces photos, à sa voix, à je sais pas quoi. Ah non, faites un assainissement, campagne de nettoyage global. J'enlève tout ce qui lui appartient. Je crée de la distance physique et psychologique. Ça va permettre au cerveau de désactiver l'habitude affective. Supprimez ces photos, ces vidéos, ces audios, sa conversation. Désabonnez-vous de partout. Et voilà, créer de la distance, ça aide énormément. Et puis, essayez de retrouver du sens et projetez-vous dans la vie. Imaginez-vous dans 6 mois, apaisé, libre, développer de nouveaux projets, de nouvelles relations, plonger dans des choses extraordinaires qui sont ressourçantes. Comme je vous ai dit, il faut juste construire des autoroutes neuronales, sources de dopamine, comme ça les autres autoroutes disparaissent avec le temps. Vivez des expériences magnifiques. Rentrez dans des networks, cherchez des amis, lancez-vous des défis, des challenges, commencez une nouvelle activité. Investissez votre temps dans tout ce qui est positif, sport, musique, danse, voyage. Voilà, donc explorez le monde, explorez voilà, votre potentiel. Vivez des choses extraordinaires. Intégrez l'humanitaire, faites de belles actions auprès de personnes démunies. Voilà, soyez votre meilleure version, les amis. C'est très important.
Alors, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire pour conclure? Donc guérir d'un amour, en fait, c'est pas totalement effacer le passé, hein, parce que pour ça, il faut perdre conscience et perdre une partie de son cerveau. On va jamais effacer le passé, on va tout simplement transformer l'échec, c'est un échec, cette blessure, en apprentissage. Donc chaque séparation, chaque rupture, c'est une initiation. Ça nous confronte à notre vulnérabilité parce qu'on se voit dans tout simplement dans un état qu'on ignore de nous. Surtout pour les personnes qui le vivent la première fois, en fait, c'est une découverte de se voir aussi faible, aussi affaibli par une personne. On n'arrive pas à mesurer le pouvoir que la personne a eu sur nous. Et puis, ça nous fait découvrir une facette de nous, la facette de la personne amoureuse qui a développé des liens profonds et qui n'arrive pas à passer à autre chose. Il faut accepter cette vulnérabilité, ne pas la rejeter, la prendre dans ses bras et se dire que ça va nous forger, que c'était utile de passer par là pour découvrir ce que c'est et pour devenir une version plus forte. Et ça ouvre la porte vers plus de maturité sur ce volet, la maturité émotionnelle, plus de clarté, plus de liberté intérieure et plus d'acceptation aussi. Hein, on apprend à s'accepter. Donc, se libérer d'un amour qui fait souffrir, c'est se reconnecter à soi. Voilà. Et c'est dans cette reconnexion que renaît la capacité d'aimer et de s'aimer. Mais d'aimer mieux, en fait. D'aimer mieux et de s'aimer d'abord soi-même. Et vous allez le remarquer, croyez-moi sur parole, qu'après une rupture amoureuse qui va vous faire souffrir parce que l'attachement est profond, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que vous êtes capable par la suite d'aimer d'une manière plus qualitative, en fait, dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'égoïsme. Parce que c'est comme si une partie de vos blessures va guérir à travers cette relation. Parce que cette relation, généralement, elle sera miroir de vos blessures, de vos fragilités profondes, de vos besoins inassouvis. Et ça va vous apprendre, en quelque sorte, pas de les réparer, mais de relationner dorénavant sans le filtre de ces blessures, d'une manière plus mature, en fait. Et vous allez être capable d'apporter un amour beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain, beaucoup plus healthy pour l'autre et ça va faire de vous quelqu'un qui saura aimer et qui saura aussi choisir les personnes qui vont l'aimer. C'est-à-dire, vous serez plus victime d'un amour toxique. Vous saurez faire la différence entre un partenaire qui va vous apporter de belles choses et un autre qui va vous apporter juste des papillons comme ça dans le ventre, passager, et puis qui va s'envoler pour vous laisser en position de démuni et en souffrance. Parce qu'il y a deux types de profils d'amoureux, celui qui va vous faire grandir et celui qui va vous faire détruire, vraiment. Celui qui va vous détruire vous apprendra à attirer celui qui vous fera grandir. Voilà, je vous embrasse très fort et puis prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt.